Voilà, donc on m'a dit de me présenter rapidement. Moi, c'est Damien. Bonjour Damien. Voilà. Voilà. Et je suis quoi? Je suis beaucoup de choses. Je suis marié avec Mathilde depuis maintenant pas mal d'années, 2011. Et je suis père de 4 enfants. Je suis papa d'une implantation aussi depuis 11 ans maintenant, une implantation d'église en région parisienne. J'ai fait 7 ans en Tunisie, à l'église réformée de Tunis. J'ai fait 11 ans dans une implantation d'église. J'ai fait différents masters à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine et un doctorat sur ce sujet-là de comment susciter des vocations missionnaires. Voilà, pour une présentation rapide. La génération Z, c'est celle que je connais le moins. Ma femme est née juste avant, mes enfants sont nés juste après. Donc voilà, génération Z, pour l'impression, c'est 97 à 2012, les dates officielles. 1997 à 2012. Et donc, peut-être ce qui fait que je la connais un petit peu, cette génération-là, c'est que dans ma thèse, j'ai dû travailler un petit peu aussi sur les jeunes. J'ai travaillé sur les missionnaires eux-mêmes et j'ai fait différents sondages, un sondage sur les missionnaires eux-mêmes et un sondage aussi avec les jeunes pour savoir ce qui pourrait susciter, quels seraient les facteurs qui pourraient susciter des vocations missionnaires, quels seraient les freins, etc., etc. C'est très long à lire, mais vous avez le résumé de la thèse, si vous voulez, aussi sur la chaîne d'URMF sur YouTube. Je vais utiliser certains éléments du sondage qui peuvent vous permettre d'être un tremplin, on va dire, pour la suite de mes propos. Première chose, plus des 3/4 des missionnaires ont reçu leur appel avant 30 ans. Leur appel, ce qu'on appelle vocation interne, ils ont reçu cet appel avant 30 ans, plus des 3/4. Sans négliger que parmi eux, 35% l'ont reçu avant 20 ans. Ça veut dire 27% des gens, plus d'un quart, ont reçu leur appel avant 20 ans. Donc on voit l'importance de viser la jeunesse. Les quelques années nécessaires pour que l'on comprenne la génération Z qui est là en ce moment vont passer très très vite. Et comme on l'a dit, on va arriver à la génération alpha, mes enfants par exemple. Les bêtas, je ne sais pas s'ils seront bêta ou pas, on verra. Mais c'est la suivante sûrement. Plus sérieusement, un autre chiffre, c'est les 37%. 37% de missionnaires ont plus de 60 ans et 25% entre 50 et 60 ans. Donc on est à 62% de missionnaires au-dessus de 50 ans. Quand même. Ce sondage date de 2018. C'est pire encore. Voilà. Sans revenir sur les aspects que Jérémy a très très bien mis en avant, j'aimerais simplement commencer par vous proposer une petite grille de lecture qui, j'espère, pourra nous aider à savoir comment répondre à ce défi de toucher à cette génération. Alors, l'idée qu'il y a derrière ce tableau, c'est de dire que nous sommes un peu dans ce qu'on appelle aujourd'hui la métamodernité. On est après la modernité, après la postmodernité. On est dans un monde de métamodernité qui est une oscillation. Ne vous inquiétez pas, ça va être très facile à comprendre après. Une oscillation entre la modernité et la postmodernité. Et c'est-à-dire que dans cette génération, c'est ce qu'a très bien montré Jérémy, il y a une identité hybride. Il a parlé de ça plusieurs fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a une identité hybride, mais stable, qui aussi d'un côté entre un désir d'autonomie, ça on comprend, et aussi un désir d'appartenance. Et ça peut paraître paradoxal, ces deux choses-là, mais justement dans cette identité hybride, on met ensemble ces deux paradoxes. Alors dans les sphères relationnelles, c'est les sphères relationnelles qu'on prend habituellement quand on parle de l'oikos. Donc dans les sphères relationnelles, on parle de l'amitié et loisir. On voit que ce désir d'autonomie se manifeste quoi? Parce qu'on a, je reviens pas, on a déjà parlé de ça, l'avatarisation, la réalité de ma vie en ligne. Et de l'autre côté, le désir d'appartenance, parce qu'on a besoin d'expériences réelles, sensibles, concrètes, ensemble. Donc ça crée un nouveau paradigme que certains appellent post-réalité. Gérald Bronner, par exemple, le sociologue Gérald Bronner a écrit tout un livre il n'y a pas longtemps là-dessus, l'année dernière, je crois. Les sphères relationnelles, il y a le travail aussi. Et là, le désir d'autonomie se manifeste au travail par la fuite du stress. On ne veut surtout pas de stress. On ne veut pas des cadres, des horaires trop fixes, être vraiment très flexible à ce niveau-là. Et le désir d'appartenance se manifeste, il faut s'engager sans compter pour une cause. On veut s'engager pour une cause, la cause écologique, la cause, etc., etc. On veut s'engager pour des grandes causes. Donc, on est dans un nouveau paradigme de post-productivité. C'est pas la question de la productivité qui compte. On est dans un paradigme de post-productivité. Au niveau de la famille, il y a le désir d'autonomie. On critique l'éducation reçue beaucoup plus qu'avant, la génération Y ou voire X. Il y a une critique. Les autres font autrement ailleurs. Ils sont plus ouverts, etc., etc. Une vraie critique
de l'éducation reçue, mais un désir d'appartenance. On a besoin d'un soutien fort, on a une dépendance affective assumée avec sa famille. Donc là, on est dans un paradigme de post-autonomie. Ce n'est pas la question de l'autonomie qui entre en jeu, dans une ère post-autonomie. Dans l'Église, on veut s'affranchir d'un côté des dénominations, hein, charismatiques, non charismatiques, ça n'a plus d'intérêt maintenant. Je ne sais pas, même les barrières, même entre chrétiens, catholiques, etc., on voit certaines barrières qui sautent. Et en même temps, on revendique son identité très fortement parfois, et très spécialement sur les réseaux sociaux. Et là, on a un peu ce paradigme de post-évangélisme. Hein. Au niveau du voisinage, il y a le désir d'autonomie qui se manifeste par un universalisme. On l'a dit, le monde, c'est devenu très petit en fait. Le monde, grâce à Internet, grâce au réseau, etc. Il n'y a plus de frontières. Et d'un autre côté, il y a un besoin d'appartenance. Et on voit des sous-cultures identitaires très très forts. Très sous-cultures, sous-sous-sous-cultures. Les Jim Bro, les Dark Academia, je ne sais pas si vous connaissez un peu toutes ces sous-cultures. Plein de sous-cultures de jeunes qui sont là, qui ont des codes vestimentaires, qui ont des codes dans ceci, dans cela. Il y a plein de sous-cultures identitaires. Le nationalisme aussi a un écho de plus en plus fort, extrême gauche, extrême droite, parmi la jeunesse. Donc on est dans un paradigme ici de post-mondialisation. Donc la question est donc, quel impact pour la mobilisation des jeunes pour la mission? La Gen Z vit dans des tensions structurantes, pas dans des choix exclusifs. Dans une proposition missionnaire qui oblige à choisir un pôle contre l'autre aura du mal à fonctionner. Donc si la Gen Z vit dans une identité hybride, la mission ne doit pas résoudre cette tension, mais elle doit l'habiter, cette tension. Une mission qui soit à la fois locale et mondiale, je préfère au loin au près, parce qu'en vrai en français, au près, ça n'existe pas. Vous verrez dans le dictionnaire. Donc locale et mondiale, flexibilité dans l'espace, on l'a dit, et aussi une mission immédiate, mais aussi visionnaire, la flexibilité dans le temps. Il ne faut pas forcément choisir entre ces deux choses, mais habiter dans cette tension-là. Donc ma première intervention s'axera sur la flexibilité dans l'espace de cette génération. La flexibilité dans l'espace et la deuxième, la flexibilité dans le temps de cette génération. Donc le premier point, reconsidérer les espaces de la mission. Alors vous avez bien compris, Jérémie a essayé de décrire, et il a très bien fait décrire cette génération. Ce que je vais essayer de faire dans un second temps, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça. Qu'est-ce que nous, en tant qu'œuvre, en tant qu'église, en tant que mission, etc., qu'est-ce qu'on peut faire avec cette analyse-là? Où on peut aller? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je donne certaines pistes. Après, c'est à vous de faire votre marché. La mission, c'est le fait d'aller communiquer la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas, pour façonner des disciples du Christ, en allant vers mon voisin ou à l'autre bout du monde. Moi, j'aime parler de mission lodiale, une vision lodiale de la mission. C'est-à-dire, on parle du local et on va vers le mondial. Lodial, on dit global en anglais, mais bon, en français, lodial. Voilà. Donc, on part du local et on va vers le mondial. L'idée de dire que la mission locale et la mission mondiale ne devraient ni se vivre chacune de son propre côté, ni encore s'opposer. On ne se pique pas les vocations. On ne travaille pas chacun pour son champ de mission. La définition de la mission, c'est celle-ci. C'est simplement le fait de communiquer la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. La barrière, c'est la barrière entre les croyants et les non-croyants. C'est cette barrière-là qu'on franchit pour façonner des disciples du Christ. Et si la distinction entre le local et le mondial, ou entre le transculturel et l'intraculturel, peut avoir son utilité sur le plan pragmatique, je suis d'accord, il me semble que cela peut aussi créer des dégâts parfois inutiles et des fortes divisions, d'autant plus aujourd'hui à la lumière, comme on dit, sur cette génération post-mondialisation qui n'aime vraiment pas les divisions. Il me semble urgent d'instaurer davantage de dialogue entre mission locale et mission mondiale. Il faut arrêter de tirer la couverture chacun de son côté, mais plutôt tirer la corde du même côté. D'un côté, la mission locale apporte la base indispensable pour fonder notre identité. Et il faut impérativement prendre cette dimension en compte si l'on veut susciter les vocations parmi les jeunes. D'un autre côté, la mission mondiale apporte un enrichissement indispensable pour façonner notre identité. Et ne pas tenir compte de cela, c'est nier un besoin important de la jeunesse actuelle.
Donc le danger est tout autant de rester chez soi sans voir plus grand que d'avoir de grands projets en perdant son chez-soi. La ligne de crête est assez ténue dans cette mission lodiale. Il faut apprendre à enrichir le contexte local par une vision mondiale et apprendre à ancrer la richesse d'une identité mondiale dans un contexte local. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ces tensions, qui peuvent nous sembler difficiles à conjuguer, c'est que ces tensions sont constitutives de l'identité de la jeunesse actuelle, justement. Ce ne sont pas des tensions à résoudre, comme on l'a dit, pour trouver une stabilité, mais des réalités dans lesquelles vivre de manière dynamique, en constante recherche d'équilibre. C'est comme un vélo, si vous voulez, vous avez les deux pédales, mondiale, locale. L'idée, c'est d'avancer. Et on sait que sur un vélo, pour avancer, il faut être en constant déséquilibre pour pouvoir avancer et chercher son équilibre. Peut-être une autre image peut aider. Quand j'étais petit, il m'arrivait, j'étais un Jedi, non c'est pas ça. Quand j'étais petit, il m'arrivait de regarder un petit peu le journal que mon père lisait. Le Républicain Lorrain, je suis de Lorraine, Thionville pour être précis. Et chaque année, une magnifique photo d'un événement qui avait lieu en Lorraine était là à la une du Républicain Lorrain. Vous savez c'était quoi? Bon, vous voyez quand même. Le vol de montgolfière de Chamblay. Et pour le petit Lorrain que j'étais, entendre dire que ce vol de montgolfière était le plus grand vol du monde, et oui, devant même les États-Unis, et oui, ne pouvait que m'émerveiller. Oui, de notre petite Lorraine, nous pouvions atteindre le monde. Et si j'ai l'habitude d'utiliser souvent l'image, et vous le verrez, de la bougie, de la flamme pour parler d'évocation, j'aimerais ici utiliser l'image des montgolfières pour mieux saisir l'importance d'une vision lodiale de la mission. En effet, quand une flamme s'est allumée, une vocation, c'est le brûleur, si vous voulez. Ouais, peut-être l'image suivante, c'est ça, je crois. Quand une flamme s'est allumée, que le brûleur a été activé, il faut absolument que les deux autres éléments de la montgolfière restent fermement attachés l'un à l'autre pour que cette flamme puisse réellement produire un effet significatif. Ces deux éléments sont d'un côté donc la nacelle et l'enveloppe ou la toile. La nacelle, locale, mission locale, est le socle indispensable. Elle est l'ancrage local d'où la vocation peut brûler. Elle assure la cohérence en offrant une base où les cordes de l'enveloppe peuvent se rejoindre. Il faut tisser ces liens solides entre les deux. Néanmoins, même avec un brûleur efficace et une bonne nacelle, sans l'enveloppe, la nacelle et le brûleur n'iront nulle part. Ils resteront fixés sur place. La magie du spectacle des montgolfières se transformera en un rassemblement de réchauds dans des petites cabanes. L'enveloppe, de son côté, elle, donne toute sa majesté à la montgolfière. Ces enveloppes viennent créer un spectacle époustouflant, bigarré, d'une richesse, d'une beauté extraordinaire. L'enveloppe est bien sûr indispensable pour que la montgolfière puisse prendre son envol. C'est elle qui nous ouvre sur le monde. Elle transforme la petite cabane et son réchaud en une véritable maison volante. Néanmoins, même avec un brûleur efficace et une enveloppe grandiose et magnifique, sans la nacelle, l'enveloppe ne se gonflera jamais complètement et n'emportera personne nulle part. La magie du spectacle des montgolfières se transformera soit en un lâcher de ballons éphémères, soit en une exposition de couverture sur le sol. On pourrait largement encore filer cette métaphore, j'aime beaucoup filer les métaphores, vous allez voir. Plus on a une enveloppe conséquente, plus on peut mettre de monde dans la nacelle, jusqu'à 32 personnes. Développer la mission mondiale solidement ancrée dans un contexte local permet de multiplier les missionnaires provenant de ce contexte. Un brûleur dans une grande nacelle permet d'utiliser une grande enveloppe. Et il faut une cohérence entre la nacelle et l'enveloppe. Que la nacelle soit bien arrimée à l'enveloppe de manière logique et solide. La mission mondiale doit être le prolongement logique de la mission locale. Ça veut dire quoi? Exemple, si dans ma ville, prenons ma ville, Cormeilles en Parisie, il y a beaucoup d'Algériens qui viennent un peu tous de la même région. Parce qu'il se fait qu'il y avait une mine et qu'ils venaient tous pour travailler dans cette mine et ils sont restés. Donc il y a beaucoup d'Algériens de cette même ville en fait et de cette même région. Cela ne devrait-il pas m'amener logiquement à considérer une implication dans la mission mondiale en ce sens? On est là, on veut toucher les Cormeillais, ok, super. Ah oui, mais il faut aussi penser à la mission mondiale. Ah, donc on va soutenir quelqu'un, on a cité quoi, le Togo, au Togo. Oui, pourquoi pas?
Mais pourquoi pas viser une cohérence plus grande entre la mission locale et mondiale, vu qu'on est dans un monde hybride où il y a cette cohérence déjà qui est là. Ou encore, si ma ville est jumelée et que le comité de jumelage sont actifs, parce que ce n'est pas toujours le cas, pourquoi ne pas logiquement déployer notre effort missionnaire mondial en ce sens? Ma ville est déjà jumelée à telle ville à l'autre bout du monde. Il y a déjà des échanges qui se font. Et nous, on va chercher ailleurs. Il y a déjà des liens mondiaux qui sont créés au niveau local. Pourquoi pas utiliser ces liens-là et développer une mission mondiale de manière logique avec la mission locale. Pour finir avec cette image, la montgolfière paraît un moyen de locomotion un petit peu dépassé. Je pense que vous avez lu Céline, le grand auteur Céline, qui parle dans Mort à crédit, qui parle de ça de manière très intéressante. Donc, le moyen de locomotion complètement dépassé, un peu comme la mission pour certains. Notamment à cause de quoi? De sa lenteur. À cause de sa lenteur. La mission peut paraître totalement dépassée en Occident. On a parlé de colonisation, etc. Les liens avec les Trumpistes, etc. Elle est lente, elle prend du temps, même si on aimerait tous dire qu'on est dans la dernière génération, avant la fin, la mission c'est fini, on est dans la last generation, c'est vraiment, c'est la fin, finish the task, c'est fini. On aimerait bien, ouais. Mais le film, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Le vent de la liberté. Ce film montre comment, de manière surprenante, la montgolfière, et non pas un avion de ligne ou quoi, la montgolfière a pu être utilisée par 2 familles allemandes pour fuir la RDA en 1979. Et Dieu utilise des moyens aussi très surprenants, on le sait. Ce film est plein de rebondissements avec des victoires, des échecs, comme la mission. Il y a un vrai travail pour coudre l'enveloppe, on le voit dans ce film. La mission est exigeante. Il y avait aussi un grand risque. La mission comporte des risques. Et il y a surtout des bénéfices. Ils ont la liberté à la fin de ce film, et nous savons que nous offrons à travers la mission des bénéfices bien supérieurs avec une liberté éternelle. Davantage que l'ULM, le parapente, les petits avions, la montgolfière reste un des moyens le plus sûrs de voler. Si la mission peut paraître lente, elle est le moyen le plus sûr pour que l'Église continue à avancer et que le royaume de Dieu se répande ici et là-bas. Louange à Dieu qui a voulu que la mission de l'Église reflète la Trinité, se réalise dans un dialogue entre l'unité et le multiple, entre le local et le mondial. Troisième point, comment une mission mondiale peut impacter la jeunesse. Premièrement, c'est contre la vision coloniale de la mission. Ben oui, parce que la vision coloniale, c'est partir au loin. Et si la mission, c'est pas juste partir au loin et que c'est les deux, ça aide un peu, je crois. La mission se centre sur la barrière entre la foi et l'absence de foi. C'est ça la mission. C'est pas aller dans un autre pays forcément et dans une autre culture forcément pour imposer sa culture, plus ou moins consciemment. La mission est au-delà de ça et elle doit être élargie dans sa définition aussi pour essayer de contrer cette vision coloniale de la mission dont on a entendu parler tout à l'heure. Deuxième point, c'est contre le fait d'imposer un choix. Je n'aime pas ce choix. C'est ici ou là-bas. La flexibilité dans l'espace n'est plus un problème si on a une vision lodiale de la mission. Troisièmement, c'est contre les divisions que déteste cette génération. Cette génération déteste les divisions entre dénominations, on l'a dit par exemple. Mais cela aussi peut être un problème, en moins si on évite les divisions entre mission locale et mission, etc. Comme on dit, tirer la couverture chacun de son côté. Essayer de vivre la mission tous ensemble. Et cette unité-là, je pense, les jeunes aspirent à avoir cette unité-là aussi. Quatrième point, contre un obstacle pour la mission mondiale, c'est la nécessité d'une rupture radicale avec le contexte local si on part au loin. Ce n'est plus aussi ou autant nécessaire qu'avant. Dans une vision lodiale de la mission, le maintien d'une certaine implication du jeune missionnaire localement n'est plus un souci. Ça me fait penser à un jeune Français qui travaille, j'en ai parlé avec lui il y a quelques jours, un jeune Français qui travaille au Qatar, génération Z, qui travaille au Qatar actuellement, et il a l'occasion de voyager régulièrement à travers le monde. Il m'a confié il y a quelques jours que quand il est parti, alors il a sa famille en France et il travaille au Qatar depuis 2 ans et demi, il est parti avec son voyage, il peut faire des voyages avec son travail un peu partout dans le monde, à peu près 2-3 fois par an. Il allait en Nouvelle-Calédonie et il m'a dit, mais je suis allé en Nouvelle-Calédonie et je me sentais seul. J'ai fait, mais what? Qu'est-ce que tu dis? T'es toujours seul, t'es au Qatar et ta famille est en France. Il me dit, mais non, parce qu'il y avait le décalage horaire. En fait, au Qatar, c'est exactement ce que disait Jérémy, en fait. C'est exactement ce que dit Jérémy. Au Qatar, il n'y a pas autant de décalage horaire que la France et tous les soirs, il appelle sa famille. Il est en ligne, c'est la réalité. Il est là. Mais
quand il était en Nouvelle-Calédonie, c'était 24 heures après qu'il avait les réponses ou plus, et il se sentait seul. Il se sentait seul. Il faut tenir compte de cela. Et 5e point, contre un obstacle pour la mission locale. Désolé du jargon un peu, mais l'ethnocentrisme, centré sur notre ethnie, sur notre... Voilà. L'ethnocentrisme nombriliste, si on reste en mission que localement. C'est contre ça, une mission lodiale. Dans une vision lodiale de la mission, les jeunes missionnaires locaux ne se coupent pas du monde, mais ils se laissent interpeller sans cesse par la mission mondiale. En bref, la mission lodiale permet un mouvement, il faut aller. C'est pas forcément, on va pas faire l'exégèse, mais allant, on pourrait traduire même avec un impératif, Matthieu 28, au sein d'un écosystème comprenant des réalités à la fois locales et mondiales. Mais comment vivre cette mission concrètement? Je vous donne quelques points, je finis avec ça. Concrètement, que faire? Déjà, j'ai envie de dire, c'est à vous de vous poser la question, chacun son job. Mais je vous donne quelques pistes quand même. Premièrement, continuer à sensibiliser les églises moins avancées dans le domaine de la mission. Je sais que vous le faites déjà. 70% des gens dans le sondage ont dit qu'il y avait des missionnaires qui venaient parler de la mission. Donc c'est un assez bon chiffre. Donc continuer à sensibiliser les églises moins avancées dans le domaine de la mission. Comment? En montrant à cette église quel est son passé. Redécouvrir que cette église a un passé et elle a été implantée à un moment donné. Que cette église est issue de la mission. Redécouvrir le présent, qu'elle vit dans un contexte. Et quand je dis contexte, vous me comprenez, hein, je parle généralement de contexte au pluriel, contexte local, national, mondial. C'est leur contexte, le monde, actuellement aussi. On vit dans un contexte, il faut s'informer et prier. Et le futur, et c'est très important, le futur et l'importance d'inviter à rêver et à imaginer la mission. Continuez à sensibiliser sur ces 3 points, passé, présent, futur. Ensuite, deuxièmement, resserrer les liens, favoriser les interactions entre les œuvres missionnaires mondiales et les églises locales. Et peut-être de manière un peu contre-intuitive, particulièrement avec les églises qui sont déjà impliquées dans la mission locale. Parce que se dire, oh, ils sont déjà impliqués dans la mission locale, ils ont des choses à faire, la mission mondiale, ce n'est pas pour eux. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on devrait réfléchir. 3e point, créer des réseaux d'envoi en mission, REM, ça reviendra aussi demain. Donc, quand je dis REM, c'est ça, réseau d'envoi en mission. Un réseau d'envoi en mission qui comprend à la fois des missiologues, qui comprend à la fois des missionnaires, qui comprend à la fois le pasteur, une petite équipe de l'église, et localement, arriver à créer ce réseau d'envoi en mission. Dans ces réseaux d'envoi, on fait quoi? On prie, on sensibilise à la mission, etc., etc. On enseigne sur la mission, dans le plan de Dieu, etc. On y reviendra demain. Mais aussi, on fait quoi de manière concrète? On adopte. On adopte un peuple localement, ça peut être dans la ville d'à côté, par exemple, qui n'a pas d'église, et un peuple mondialement. Et vous connaissez les unreached people. Il n'y a pas de problème avec ça. Les peuples non atteints ou même untarget people, etc. On adopte un peuple auprès, un peuple loin. Ensuite, on prie régulièrement avec des informations détaillées. On reviendra aussi là-dessus parce que les jeunes, c'est un peu compliqué. Trop d'informations, c'est compliqué. Pas assez, c'est compliqué. Comment il faut faire? J'en reparlerai demain. En tout cas, on prie. On prie régulièrement avec des informations détaillées. Ensuite, proposer d'organiser des missions de courte durée, puis de moyenne durée, continuer un suivi régulier, un discipulat, les missionnaires présents dans les églises. Et enfin, multiplier ces réseaux d'envoi et créer un forum missionnaire francophone. Ça serait bien, ça existait peut-être il y a longtemps, mais ça n'existe plus. Un forum missionnaire francophone annuel pour dynamiser ces réseaux locaux et permettre à la mission d'aller de l'avant. Voilà quelques propositions. Plus de détails à venir. 3 petits points.